พูดไทยได้ไหม สวัสดีครับ พูดไทยได้ไหมเนี่ย Sorry? Speak Thai No. turn left Okay. Left. Okay go ahead and left On se fait arrêter par le police time. Après avoir visité ces incroyables temples, on s'est trouvé un terrain pour la nuit dans les hauteurs de Chiang Rai. Comme chaque matin, passé dans la nature en haut des montagnes, le nord de la Thaïlande nous réveille avec sa mer de brouillard. Cette fois, nous étions près d'un barrage où l'eau se déverse dans les nuages. Et l'on peut apercevoir la fumée noire des champs qui se font brûler dans les villages. La saison des brûliers a bien commencé. C'est une technique agricole ancienne qui consiste à brûler une terre afin de défricher la zone et fertiliser les sols grâce aux cendres générées par le feu. On ne tarde donc pas trop pour aller visiter cette fois-ci Ban Dam, la maison noire à Chiang Rai. Imaginez un endroit où l'art, la nature, la mort et la spiritualité se mélangent. C'est ce que représente Ban Dam, la maison noire. Au premier coup d'œil, ça ressemble à un village traditionnel, mais en y mettant les pieds, vous ressentez qu'il y a quelque chose de différent. Ici, c'est comme si l'ombre et la lumière dialoguaient et que l'humain et l'animal se croisaient. Ban Dam, c'est l'œuvre de Tawan Dushani, un artiste thaïlandais visionnaire qui est décédé en 2014. Il a passé plus de 50 ans à façonner ce lieu. Une sorte de voyage initiatique sur la vie, la mort et la nature sauvage de l'être humain. Son travail mêle des influences bouddhistes, un symbolisme assez sombre, des touches tribales et animistes. Pour lui, ce n'était pas juste une expo, mais une véritable offrande à l'univers. Les œuvres, même si elles paraissent brutales, sont super minutieuses. Et dans Ban Dam, il y a des références au paradis et à l'enfer, mais de façon non dualiste. Tout est relié, tout fait partie du même cycle. Plus de 40 bâtiments composent ce lieu. Des pavillons noirs, des chapelles bizarres, des structures faites de bois, de verre et d'ossements. Tawan a créé un langage artistique brut, sans filtre. Il a utilisé des matériaux comme du bois de teck noirci, des ossements, du cuir, des pierres naturelles et des cornes d'animaux. Les bâtiments s'inspirent des maisons traditionnelles Lana du nord de la Thaïlande, mais avec une touche gothique et tribale. Le noir domine, mais ici il n'est pas synonyme de malheur. Il représente la profondeur, l'inconnu et la force créatrice cachée sous la surface. Des peaux de crocodile recouvrent les tables comme des tapis d'offrande. Le crocodile, survivant de l'ère préhistorique, symbolise la brutalité de la vie et la force ancestrale qui réside en nous. Ces peaux sont souvent vues comme des tapis cérémoniaux où l'on se confronte à notre propre mortalité.
Les cornes de buffle, gigantesques, s'élèvent aux 4 coins du domaine. Le buffle, un symbole de travail et de sacrifice, rappelle notre lien à la nature et au cycle éternel de la vie et de la mort. En Asie, le buffle représente la force de la terre, les sacrifices offerts aux esprits et la continuation de l'esprit après la mort. Dans Bandam, les cornes sont là pour montrer la majesté de la nature, mais aussi rappeler que l'homme est toujours redevable à la nature qu'il consomme. Et puis, il y a les phallus. Des sculptures de pénis en bois, en pierre ou en métal surgissent un peu partout. Parfois gigantesques, parfois plus discrets. Ça surprend, ça peut déranger. Mais pour Taïwan, ce n'est ni vulgaire ni obscène. Le phallus est un symbole de fertilité, d'énergie vitale. Dans les croyances thaï, il protège contre les mauvais esprits. Taïwan s'en sert pour rappeler que la nature est à la fois brute et sacrée, qu'on ne peut pas séparer le corps de la spiritualité. Dans beaucoup de cultures, l'énergie sexuelle était vue comme une force sacrée, capable de repousser la malchance. Le féminin, plus discret, évoque la matrice de la vie, tandis que le phallus, lui, affirme sa présence. Un rappel puissant, la vie jaillit du corps et notre spiritualité passe aussi par l'acceptation de notre chair. À travers chaque œuvre et chaque matériau transformé, Taïwan nous invite à regarder l'animal en nous, à reconnaître notre propre violence, notre beauté sauvage et notre fragilité. Bandam, ce n'est ni un musée, ni un temple comme on l'entend traditionnellement. C'est une expérience intérieure. Ici, la mort n'est pas cachée, elle est exposée, honorée. Elle fait partie intégrante du voyage humain. Les ossements, les peaux, les cornes, tout ça nous parle de notre condition. Nous ne sommes qu'une étincelle dans l'immensité du vivant. Quand on visite Bandam, on ressent cette forme de vertige, comme si quelque part entre l'art et la nature, quelque chose en nous se reconnecte à une sagesse oubliée. Si Bandam paraît sombre, ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous rappeler que la lumière naît de l'acceptation de l'ombre. La beauté, ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité de l'existence. Comme disait Taïwan, si vous voulez vraiment comprendre le Bouddha, ne regardez pas seulement l'or de ses statues, regardez aussi l'ombre projetée sur le sol. Et c'est exactement ce que Bandam nous invite à faire. Contempler, ressentir et nous souvenir que, sous le vernis de notre monde civilisé, bat encore le cœur sauvage de la nature. Il nous reste plus que quelques jours de visa et vu que la route est très longue pour atteindre la frontière de la Malaisie depuis le nord de la Thaïlande, on décide de déjà faire un bout de route aujourd'hui, car on a encore envie de s'arrêter au moins 1 ou 2 jours à Ayutthaya avant de quitter la Thaïlande. C'est ton permis? Non, pas là. Ton permis suisse? Il est où? Dans mon porte-monnaie, je crois. Ah bon, ça พูดไทยได้ไหม va. Sawadee krap. พูดไทยได้ไหมเนี่ย Sorry? Speak Thai No. turn left Ok. Left. Okay go ahead and left On se fait arrêter par le police Thaï. Ouais. Pour sortir notre carnet de passage et tout, c'est où?
c'est dans la four verte qui est derrière le frigo. La 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 la. La 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 la. T'arrives à ouvrir? T'as le petit piaf. Attends bébé. Il y a tout qui est dedans. Qu'est-ce que tu cherches? C'est ça le KIP, le truc pour rentrer en Thaïlande. Ouais, ouais, il est tout là-dedans bébé. Na, 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 na. Bye bye. Bon, Tim il a dû partir avec le monsieur. Bon, il parle pas un mot d'anglais. Je sais pas du tout ce que c'est cet endroit en fait. C'est la première fois qu'on se fait arrêter comme ça au bord de la route. On verra. Du coup, je vais aller le rejoindre. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Je sais rien, je sais pas pourquoi c'est un contrôle. Je sais pas si c'est un contrôle pour la route. Je pense si tu mets ton casque, si je sais pas. Pour ça, il n'y en a aucun qui dit rien. Le fait que la voiture, ça fait une année qu'elle est en Thaïlande puis qu'on a 10 000 bahts à payer, ils sont battent les steaks. Ah ouais, mais c'est écrit. Ah, je me suis dit, C'est ouais, noté, ils vont rien comprendre. En c'est fait, c'est noté tout écrit en Puis, taille que aussi. ce soit écrit Ukraine, ouais, c'est tout écrit en taille. Puis le truc Ukraine et tout, ils sont battent les steaks, ils arrivent rien à dire. Ils comprennent rien, ils font genre, ils ont envie de bosser. Et après, ils font bon, Ah, vas-y. mais parce que je pense que c'est tellement de paperasse. Ouais. Et puis, on doit pas être beaucoup. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui savent pas comment faire. Mais non, ils savent pas quoi faire de nous. Ils savent pas du tout comment Déjà faire. le premier, il savait pas quoi faire de nous, après nous laisser passer, il nous dit arrêtez-vous, puis il savait qu'il a refilé la patate chaude aux autres. Bon, bah, c'était juste un petit contrôle, ils ont contrôlé tous les papiers, mais bon, ils comprennent rien de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait avec des plaques de Dubaï là? On a un papier de douane, en fait, normalement en Thaïlande, t'as le droit de rester. C'est combien de temps? Un mois aussi? Ouais. Ou 3 mois, je sais pas. Puis notre voiture, ça fait une année qu'elle est en Thaïlande, du coup, en fait, tu dois payer. Il y a quelque chose comme 300 bahts par jour en plus, mais c'est maximum 10 jours. Non. Ah non. 10 000 bahts. C'est Maximum 10 000 Ouais, bahts. ouais, c'est 1000 bahts par jour d'amende, mais maximum 10 000. Du coup, une fois que tu as dépassé les 10 jours en plus, ben, l'amende c'est la même chose. Du coup, notre voiture, ça fait une année qu'elle est en Thaïlande, mais on va payer 10 jours d'amende. Mais même ça, il nous a rien dit. Il a vu les papiers, il savait pas quoi faire, il a dit au revoir, merci. Puis on n'a même pas remarqué que quand on a passé la frontière, en fait, ils ont marqué origine de la voiture Ukraine. ouais, on est bien. Du coup, j'espère pas qu'ils vont emmerder quand on va repasser. Là, il a la comparé les frontière. papiers, j'ai sorti le carnet de passage alors que ça n'a rien à faire en Thaïlande. Il a commencé à lire mon carnet de passage, il a rien compris, je pense. C'est écrit en arabe sur le carnet de passage. Let's go. Nous nous sommes arrêtés pour une nuit dans un petit camping entouré de champs, avec un splendide temple pas très loin. Malheureusement, nous n'avons pas pu le visiter car il était fermé, mais il donnait vraiment envie.
On reprend le trajet assez tôt le lendemain car il nous restait un bon bout de route à faire avant d'arriver à Ayutthaya. Et là, il nous est arrivé un petit couac. C'est la première fois que ça nous arrive depuis le début du voyage. Et heureusement. C'était quoi? Un pigeon, Tim. On s'est pris un pigeon. On s'est pris un pigeon. On s'est pris un pigeon. Non, Tim, j'ai tué un pigeon. T'es sûr que c'était un pigeon? Oui, j'ai bien vu le pigeon, oui, j'ai très bien vu. J'ai même, j'ai très bien vu, oui. Tim, je vais circuler sur le toit, là. Je vais circuler sur le toit. Tim, on a tué un pigeon. Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je suis pas très... Je suis pas bien. On a tué un pigeon. On a tué un... Je sais pas comment j'ai réussi à garder mon calme sans pleurer comme une madeleine. Peut-être car c'est moi qui conduisais. Bref, après ce tragique accident, on arrive enfin à Ayutthaya. On a regardé sur Google Maps si on pouvait trouver un petit coin pour poser le campement et finalement, on a trouvé un super spot, pile devant le Wat Phu Kaung Thong, temple de la montagne d'or. Nous avons bien sûr demandé l'autorisation aux moines et ils étaient d'accord que nous passions la nuit ici. Vu que nous sommes arrivés en fin de journée, il n'y avait pas de touristes. On a pu y faire un tour avec vraiment pas grand monde. Le temple de la montagne d'or est un lieu emblématique d'Ayutthaya, mais paradoxalement, il est encore peu visité par rapport au temple du centre. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est son histoire unique, qui symbolise les luttes de pouvoir entre le royaume d'Ayutthaya et les Birmans. Je vous explique l'histoire après. Construit initialement par les Birmans, il était à l'origine une stupa birman. Plus tard, lorsque les Thaïs ont repris le contrôle de la ville, ils ont modifié la structure en ajoutant un chedi thaïlandais au-dessus. Aujourd'hui, ce mélange d'influences architecturales est encore visible, ce qui en fait un monument chargé d'histoire et très symbolique. La montée sur le chedi offre une vue à couper le souffle sur les champs de riz et les alentours. Par temps clair, on peut voir l'ancienne cité royale d'Ayutthaya au loin. Le lieu est idéal pour un coucher de soleil magique. La lumière dorée vient caresser les pierres blanches du monument, créant une atmosphère presque mystique. Ce qui est aussi très touchant, le site est encore vivant aujourd'hui. Tu peux croiser des moines qui vivent dans le petit monastère juste à côté, prier dans le calme et ressentir l'âme du lieu, loin de la foule. Ayutthaya est un véritable musée à ciel ouvert, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y trouve une trentaine de sites archéologiques dispersés dans et autour de la ville. En l'espace de 2-3 jours, vous pouvez déjà visiter une quinzaine de sites. Oui, il y a beaucoup à voir. Mais vu qu'on n'en a visité que 3, je vais vous en parler un peu dans la globalité, car chaque temple a son histoire et ça fait beaucoup à raconter. Commençons déjà par l'histoire de la ville. Fondée en 1350, au croisement stratégique de 3 rivières, elle devient rapidement la capitale du royaume et un centre diplomatique et commercial majeur. Marchands et émissaires venaient de Chine, d'Inde, de Perse, du Japon et même de la France de Louis XIV. À son apogée, au XVIIe siècle, Ayutthaya comptait plus d'1 million d'habitants, une des plus grandes villes du monde de cette époque. Elle fascinait par son architecture monumentale, mélange d'influences thaï, khmer, birmane et sri-lankaise. Mais en 1767, tout s'effondre. Le roi de Birmanie, son grand rival, lance une invasion dévastatrice. Pendant 14 mois, Ayutthaya, assiégée, résiste. Puis, affamée et affaiblie par les maladies, la ville cède. Les troupes ennemies franchissent les murailles et les temples sont incendiés, les statues décapitées, les manuscrits sacrés brûlés, les trésors sont fondus, les structures en bois détruites. Ce n'est pas seulement une ville que l'on raye de la carte, c'est un empire qui s'écroule. Mais 1 an après la prise d'Ayutthaya, en 1768, la Chine impériale envahit la Birmanie. Le roi birman est donc obligé de rappeler ses troupes d'urgence pour défendre son propre royaume.
Il abandonne donc la région du Siam après l'avoir dévastée, sans pouvoir y établir un contrôle durable. Au vu de la ville complètement détruite, c'est la ville de Thonburi qui devient la nouvelle capitale du pays. C'est seulement 14 ans plus tard que Bangkok devient la capitale de la Thaïlande. Maintenant que vous connaissez un peu son histoire, passons à la construction de ces temples. Déjà, ils n'ont pas tous été construits en même temps, ni par les mêmes rois. Certains sont plus vieux que d'autres. Mais ils ont tous été bâtis de la même manière. Les temples ont été érigés en briques cuites, façonnées à partir d'argile rouge locale, puis durcies au feu. En fondation, on utilisait parfois de la latérite, une roche rouge riche en fer, creusée dans la région. Une fois la structure montée, un enduit de chaux, le stuc, la couleur blanche que nous voyons encore un peu aujourd'hui, recouvrait murs et statues. On le sculptait finalement pour y graver des fleurs, des scènes bouddhistes ou des créatures mythiques. Certains temples, comme Wat Phra Si Samphet, que vous voyez en image, étaient ornés d'or, de lacs et de mosaïques de verre colorés. Mais le temps, la pluie et bien sûr les invasions et les pillages ont eu raison de ces chefs-d'œuvre. Les briques ont résisté, on peut encore voir certaines parties à moitié enduites de stuc, mais les décorations se sont effacées. Le Wat Ratchaporana, c'est un temple chargé d'histoire et de drame. Il est construit en 1424 par le roi Boromarachatira II, à l'endroit même où ses deux frères se sont entretués à dos d'éléphant pour la succession au trône du royaume d'Ayutthaya. Une lutte fratricide qui marquera à jamais l'histoire de la dynastie. Pour honorer leur mémoire, le roi décide d'ériger ici un sanctuaire, Wat Ratchaporana, littéralement le temple de la restauration royale. Au cœur du temple s'élève un prang élancé, orné de motifs floraux finement sculptés dans le stuc. Il repose sur une base carrée avec des escaliers orientés aux 4 points cardinaux, dans une parfaite symétrie. Mais la véritable richesse du temple se cache sous terre. En 1957, des pillards découvrent une crypte secrète renfermant de véritables trésors. Statues d'or, reliques bouddhistes, objets sacrés, beaucoup furent volés, mais une partie a été récupérée et est aujourd'hui exposée au Musée national de Chao Sam Phraya. Aujourd'hui encore, le temple impressionne par sa hauteur, ses détails architecturaux et l'émotion silencieuse qui plane autour de cette tragédie royale. C'est un lieu de mémoire, d'art et de mystère qui rappelle que le pouvoir peut être aussi fragile que sacré. Parlons du Wat Chai Watthanaram. C'est l'un des temples les plus emblématiques d'Ayutthaya. Construit en 1630 par le roi Prasatong, il rend hommage à sa mère défunte. Mais c'est aussi un symbole de pouvoir et de légitimité. Inspiré par l'architecture khmer d'Angkor, ce temple illustre l'apogée artistique et spirituelle du royaume. Ce qui frappe ici, c'est l'harmonie parfaite du lieu. Le temple repose sur un plan symétrique, centré autour d'un prang principal. Cette tour imposante qui représente le mont Meru, centre du cosmos dans la tradition bouddhiste. C'est pourquoi on retrouve souvent cette tour à Ayutthaya. Autour, 8 petits chédis disposés en étoiles, comme les pétales d'une fleur, symbolisent les mondes célestes. Les galeries qui entourent le site abritaient autrefois près de 120 statues du Bouddha, alignées avec une précision millimétrée. Beaucoup ont été détruites ou décapitées au fil des siècles, comme partout dans la ville.
mais la structure reste un chef-d'œuvre d'équilibre et de symbolisme. Ce temple a particulièrement souffert de l'invasion birmane, puis de plusieurs décennies d'abandon. Il a même été utilisé comme une carrière de briques par les habitants locaux. Heureusement, depuis les années 80, le temple fait l'objet d'un vaste programme de restauration. Des experts thaïlandais travaillent encore aujourd'hui à consolider ses fondations, restaurer les reliefs et préserver son équilibre. Malgré les échafaudages et les parties encore en ruine, le charme est toujours là. Au coucher du soleil, ses pierres rougeoyantes et son reflet sur le fleuve en font l'un des lieux les plus majestueux d'Ayutthaya. Un autre temple, le Wat Phuthiasawan, construit par le fondateur d'Ayutthaya, servait de monastère royal. On y retrouve un grand prank blanc. Le temple abrite aussi une galerie de Bouddha et une statue couchée. C'est l'un des rares sites à avoir été le moins endommagé par les Birmans et encore actif aujourd'hui.